ready for the flows I bring, ready for the hype I bring, rigging and ting. Pass it for them rhythm, figure they getting the boy they on a long thing. I sing, me ready for the wall I sting. My hype keep all the crew bubbling and ting. Figure they getting, I'm a king. Bash and funky, me head on within. Set to me young and rigging the god ding. And them hype with any show string and ting. Figure they getting, I'm a king. When I sing on the pirating, we break hook lines like Lord of the Rings. So rigging the getting clean, the crew bubbling. Yo, it's a serious thing. Swagger that them step taking, using my bass for them rhythm. We call that swagger jacking. Tell them why there's no peacekeeping. What? Bumper clock them step taking, using my bass for them rhythm. We call that swagger jacking. Swagger jacking. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bienvenue à vous. Il reste quelques places ici. On va commencer notre deuxième conférence du jour. Deuxième conférence du jour avec un thème simple. Comment bien démarrer le vapotage? Donc il y a deux cas de figure. Soit vous êtes des professionnels ici dans la salle et évidemment ce sujet vous concerne parce que c'est vous qui est au contact finalement de ces vapoteurs débutants. Comment est-ce qu'on les accompagne au mieux? Quelles sont ces questions aussi? Quelles sont les difficultés que rencontrent les vapoteurs débutants? Ça, c'est donc le premier cas de figure si vous êtes pro. Et si vous êtes du grand public, comme on dit ici, peut-être que vous êtes concerné, car vous êtes peut-être vous aussi vapoteur débutant. Et dans ces cas-là, eh bien, on va essayer de répondre à toutes vos questions avec notre panel d'invités aujourd'hui. Je voudrais vous les présenter autour de la table. Nous avons deux représentants de Je ne fume plus. Alors, levez la main, Fabienne et... Françoise, pardon, et Fabien, voilà, je comprends mon erreur. Bienvenue à tous les deux. Vous représentez Je ne fume plus. Tout le monde connaît Je ne fume plus? Oui, évidemment. Groupe Facebook avec, je crois, aujourd'hui, plus de 16 000 adhérents. Donc c'est un groupe sur lequel, évidemment, des vapoteurs vont poser des questions, faire part de leurs préoccupations et vous leur répondez. Donc vous êtes concernés par les préoccupations des vapoteurs débutants. Merci d'être là, tous les deux. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Bienvenue. Avec nous également, nous avons Olivier Hainaut. Vous êtes formateur à la FIVAP, Fédération interprofessionnelle de la vape, une formation pour accompagner les professionnels de la vape. Vous nous en direz plus. Merci d'être là, on peut l'applaudir également. Avec nous aujourd'hui, nous avons également Estelle de la Fuente et vous représentez Vape Info Service. J'ai mal dit, j'ai mal prononcé? C'était bien, avec l'accent et tout. Et vous êtes un groupe Facebook, même principe, pour aider les vapoteurs à réussir leur sevrage. Voilà, et vous êtes plusieurs milliers également sur ce groupe. Et là aussi, vous êtes au contact des débutants et de leurs préoccupations. Merci d'être là. On peut l'applaudir. À côté de vous, Jacques Lewezek, qu'on ne présente plus, mais que je présente quand même. Vous représentez Amzerglas, organisme de formation. Pareil, vous accompagnez les pros de la vape pour qu'ils soient encore plus efficaces dans leur quotidien. Vous nous en direz plus. Merci d'être là. Et on peut l'applaudir très fort, Jacques. Pour animer cette conférence, pour vous poser des questions, il est là, il vient de loin, de Grenoble précisément. C'est Sébastien Béziot qui est avec nous, qu'on peut applaudir. Grand défenseur de la vape, fondateur de Sovap. Merci d'être là, Sébastien. Je vais te laisser le micro avec une question simple. Comment bien démarrer la vape? Voilà, et donc le topo, il est là. Si on a la réponse à la fin, c'est parfait. On va essayer de se laisser 40 minutes et 20 minutes peut-être de questions-réponses avec le public. Si vous avez des questions, vous les notez. Vous aurez la parole juste après. Sébastien, le micro est à toi. Ça marche? Ok, super.
Merci à tous d'assister à cette table ronde. Merci à vous 5 d'être ici. Donc la typologie des gens qui sont là, ce sont des gens qui sont sur des groupes dits auto-support, donc Facebook en général, pour venir se faire aider à démarrer le vapotage. Et puis des gens qui font des formations avec Jacques et Olivier pour former les boutiques à accompagner les débutants. Dans les deux cas, c'est accompagner les débutants. Je vais te passer le micro à toi, Jacques, tout de suite, puisque tu as été le premier à lancer des formations en boutique et nous expliquer pourquoi, à un moment donné. Alors, on te connaît depuis longtemps, sur la nicotine, on s'est rencontrés comme ça, sur toutes ces questions. Très vite, tu as été une des premières personnes, si ce n'est pas la première, pour dire « Oh là, la vape, c'est génial, il faut bien s'en servir ». Mais à un moment donné, et assez rapidement, puisque ça remonte à 4 ans maintenant, je crois, 5 ans, tu as dit « Je vais lancer des formations pour les boutiques ». Donc, qu'est-ce qui t'a amené à lancer ces formations sur les boutiques ? Un constat très simple. Tous les fumeurs ont peur de la nicotine. Parce que depuis 30 ans, on leur rabâche que la nicotine, c'est pas bien, au lieu de leur dire que le problème, c'est la combustion. Et la majorité, si ce n'est l'exclusivité de tous les gens qui ont ouvert des boutiques de vape, sont des anciens fumeurs. Et donc, je me suis dit, OK, ils ont arrêté de fumer avec la vape, mais ils sont anciens fumeurs, donc ils ont toujours peur de la nicotine. Et donc, il faut d'abord les rassurer pour qu'ils puissent rassurer eux-mêmes le fumeur qui vient débuter dans leur boutique. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée-là. Et donc, au départ, c'était une journée de formation, bien évidemment centrée sur la nicotine, sur la dépendance, le pourquoi, etc. Et puis, basée sur de la pratique de terrain que j'avais acquis moi-même en boutique, comment bien aborder un fumeur qui veut passer à la vape. Et c'est comme ça que c'est parti. Ça a démarré assez lentement, mais au bout de 4 ans, j'ai pu former quand même environ 400 personnes. Et donc depuis l'année dernière, et plus officiellement depuis le mois de mars, cette formation s'est transformée en une certification avec l'idée et certification qui a été mise en place avec un partenariat avec SI2V, le syndicat, avec l'idée de faire reconnaître les métiers de la vape, qui est une vraie reconnaissance et que voilà, ce soit reconnu dans les instances, que la profession puisse avoir un code APE, etc., qui est une vraie reconnaissance de ce métier, qui est un vrai métier. Qui ne peut pas se faire comme ça. Voilà, c'est pas juste des vendeurs de baguettes. Et un petit peu comme il faut avoir au moins un CAP pour ouvrir un salon de coiffure. Il serait bien peut-être à terme qu'une formation soit nécessaire pour ouvrir une boutique de vape. Merci Jacques. Effectivement, commencer le vapotage, c'est pas simple. C'est pas aussi simple que prendre un médicament. Il y a cette question de la nicotine. Estelle, est-ce que cette question de la nicotine, c'est effectivement quelque chose de récurrent sur le groupe Facebook? Est-ce que les gens en ont peur? Est-ce que les gens ne savent pas l'utiliser? Est-ce que ça fait vraiment partie des premières questions? Oui, complètement, parce que... Proche. Ouais, complètement. La plupart des gens, effectivement, décident d'arrêter de fumer en y allant comme ça, allez, j'arrête de fumer, et en sous-estimant complètement les besoins en nicotine. Et très très souvent, ils se posent plein de questions quand ils arrivent, de savoir quel taux de nicotine il faut qu'ils aient pour être zen, pour être tranquille, pour être à l'aise et pour démarrer vraiment bien leur sevrage. Et c'est vraiment récurrent, ouais, tout à fait. Pareil chez toi, Fabien, la nicotine, c'est une question récurrente pour les ultra débutants? C'est la question systématique. Quel dosage? Et effectivement, il y a la notion de dosage, mais il faut aussi qu'on aborde systématiquement la notion de quantité. Parce qu'ils disent, j'ai du vin, et on pose la question, et combien de millilitres par jour? Non, 1 millilitre, 2 millilitres. Et ça ne suffit pas. Et la personne dit, sûrement, qui est toujours abordée, et le dosage et la quantité nécessaires pour la substitution adéquate. Donc c'est des questions systématiquement récurrentes dès qu'on démarre l'approche.
Ça veut dire que cette question de la nicotine, elle est vraiment liée à l'accompagnement au démarrage. Un bon accompagnement sur la nicotine, c'est essentiel. C'est dédramatiser la nicotine, d'office. C'est, voilà, tu fumes tant, ça représente tant de nicotine, va falloir aller la chercher ailleurs pour pas avoir envie de refumer. Françoise, toi, le groupe Je ne fume plus, on le rappelle, c'est pas un groupe spécialisé vape, même si la typologie du groupe est naturellement beaucoup vape, parce qu'aujourd'hui c'est l'outil d'aide le plus populaire en France. Les gens qui choisissent de se faire aider, ils sont plus de 75% à choisir le vapotage, mais tu connais toutes les autres méthodes qui vont de l'arrêt franc à tous les outils d'aide. Est-ce que cette question de la nicotine et de la peur de la nicotine, elle est équivalente quand on parle des substituts nicotiniques? C'est clair. Quand quelqu'un veut arrêter de fumer, il a envie que ça aille vite, s'en débarrasser vite. Et donc, le fait d'arrêter et de diminuer vite la nicotine, qui a été, comme le Jacques l'a bien dit, associée dans sa tête avec le fait de fumer pendant des années, c'est urgent. Je veux bien prendre un petit truc, mais pas trop fort et pas trop longtemps, parce que je ne veux pas rester dépendant. C'est valable pour les patchs, où les gens arrêtent très vite, trop vite. C'est valable pour les pastilles, c'est valable pour le spray, c'est valable pour tous les substituts, y compris la vape, en apport de nicotine. La question que pose par ailleurs, donc chez nous, les vapoteurs, c'est un tiers, un quart des personnes, et non pas 75%. Les gens qui pensent arrêter avec la vape, en utilisant la vape, se posent une autre question. Est-ce que c'est arrêter de fumer quand même? Et ça, il faut bien se le dire. Ici, on a des vapoteurs, ils savent très bien que arrêter avec la vape, c'est arrêter de fumer, on le sait, bon sang, hein, c'est notre quotidien. Mais les gens qui veulent et qui pensent arrêter avec la vape, ils se posent cette question-là avant. Et avant même de parler de taux de nicotine, on doit dire oui, tu vas arrêter de fumer. Parce que tout le monde autour, ils leur disent « Ah, tu n'arrêtes, mais c'est pas pareil, ça c'est comme si tu fumais. Et c'est encore pire que ça ton truc, avec tout ce qu'il y a dedans, on sait même pas trop ce qu'il y a dedans. La clope, on sait ce qu'il y a dedans, etc., etc. » Donc on a ce genre de choses. Et après coup, oui, la question de la nicotine, c'est une question essentielle. Essentielle pour tous les vapoteurs et pour tous les défumeurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on conseille à certaines personnes, en plus de leur vape, de rajouter un patch, de prendre des substituts oraux, parce qu'on est coincé aux 20 mg. Olivier, au niveau des formations qui sont développées par la FIVA, peut-être tu peux nous faire une petite explication de ce que sont ces formations, parce que c'est beaucoup plus nouveau que ce que fait Jacques. Et savoir si effectivement cette question de la nicotine spécifique, ça fait partie d'un des cursus, enfin comment ça se passe exactement? Effectivement, on est beaucoup plus récent sur le marché de la formation que Jacques ne l'est. Moi, avant de devenir formateur pour le compte de la FIVAP, j'ai passé 6 ans en boutique. Et du coup, le constat fait par tout le monde ici, je le partage évidemment. Le client, quand il arrive en boutique la première fois, il a très peur de la nicotine. Il confond la nicotine, la combustion, l'ammoniac, tout est confondu. La nicotine est aussi dangereuse que la morora. Donc nous, notre métier d'abord, c'est de le rassurer effectivement, de dédiaboliser la nicotine et de lui expliquer que ça ne sera non pas quelque chose qui va le tuer, mais quelque chose qui va l'aider à arrêter de fumer, qui va être la béquille pour pouvoir l'aider grâce à cet outil fantastique qu'est la vape. Dans mes formations, bien évidemment, j'ai toute une partie qui est axée sur la nicotine, sur la cinétique d'absorption de la nicotine, même si mon projet n'est pas de faire devenir les vendeurs de vape des addictologues, des spécialistes de la nicotine. C'est tout l'accompagnement qui est autour, mais évidemment la nicotine étant la béquille principale du fumeur qui est en période de sevrage, évidemment la nicotine a une place très très importante dans la prise en charge et dans les formations que nous faisons. Alors Estelle, quand on voit arriver des gens sur le groupe, je te pose la question, mais je sais à peu près comment ça se passe. On voit arriver des gens qui nous disent « Oh là là, j'ai démarré la vape, je galère, je suis à 3 de nicotine, qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas, j'arrive pas à arrêter complètement de fumer. » Quels sont les conseils que l'on donne là? Alors, généralement, effectivement, il y a pas mal de gens qui commencent la vape et qui continuent à fumer les cigarettes à côté et puis ils se disent « Mais j'y arrive pas à basculer complètement sur la vape. Comment ça se fait ?» Et ça, c'est aussi parmi les questions assez récurrentes. Et effectivement, quand on leur pose quelques questions, qu'on essaie de les aider, on se rend assez rapidement compte que finalement, ils n'ont pas assez de nicotine et qu'ils sont même en sous-dosage pour la plupart, et puis qu'ils sont pas loin du craving finalement. Et par conséquent, on leur conseille en général
de prendre un peu plus de nicotine, de changer aussi de liquide un peu plus souvent avec d'autres goûts pour avoir vraiment cet aspect vape plaisir qui est vraiment super important pendant le sevrage. Alors, Jacques, je me rappelle il y a quelques années, il n'y avait pas vraiment de camp, on va dire, entre arrêter progressivement et puis arrêter vraiment très très vite, tout faire pour arrêter de fumer le plus vite possible. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus clair avec l'expérience de terrain, en boutique? Est-ce qu'on doit dire vraiment à quelqu'un, il faut que tu arrêtes absolument très très vite les clopes, ou est-ce qu'on peut dire aux gens, bah non, si vous avez envie de fumer encore quelques clopes, faites-le, allez-y progressivement? Alors effectivement, au tout début, avant que je me confronte au travail de terrain, j'étais beaucoup plus relax sur cette idée-là, puisque avec les substituts nicotiniques, on avait une indication qui est la réduction progressive avec substituts, etc. Mais je me suis aussi rendu compte très vite, en étant sur les forums de vape, que la plupart des gens qui faisaient les deux retournaient toujours au tabac. Et un jour, j'ai rencontré Patricia Combe, qui avait ouvert sa boutique et chez qui je suis allé voir un petit peu comment ça se passait. Et de façon empirique, elle a trouvé des choses. Et une chose que je mets en pratique maintenant quotidiennement et que l'on présente aussi dans la certification qu'on a mis en place, certification à laquelle d'ailleurs Françoise participe aussi comme formatrice. Patricia a trouvé ce petit truc de proposer aux gens d'essayer de ne pas fumer pendant 3 jours. Pour un fumeur, 3 jours, ça reste quelque chose d'envisageable. Lui dire, vous n'allez pas fumer de la semaine, là, c'est plus compliqué. Lui dire sur 3 jours, ça peut être sur un week-end, ça peut être ça. Et les encourager absolument à vaper suffisamment pour ne pas avoir envie et arriver à passer ce cap des 3 jours sans trop de difficultés. Et leur demander surtout de revenir tout de suite derrière pour arranger les choses si nécessaire. Mais chez la plupart des gens que l'on fait démarrer, si on les dose correctement au départ, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Et s'ils ont passé 3 jours sans fumer, c'est gagné. Ça, c'est aussi un constat de... Il y a des tas de gens, je crois que tu en fais partie, qui se sont fait surprendre par la vape. Qui ont testé un machin, là, c'est quoi ce truc? Et du jour au lendemain, ils ont pu toucher une clope. Donc c'est un petit peu profiter de cette expérience-là, parce qu'elle est très importante. Et voilà, de façon anecdotique, en boutique, ça a été repris dans un des Vapiou qu'on a fait ensemble. J'explique aux gens que faire les deux, c'est proposer à son cerveau soit de monter dans une Ferrari, soit de monter dans une 2 chevaux. Et qu'au bout d'un moment, quand on offre ça à son cerveau, la 2 chevaux reste au garage. Et donc c'est vraiment, vraiment important de faire switcher les gens le plus vite possible. Est-ce qu'il y a de ce type de protocole, de conseils dans les formations que tu fais, Olivier, sur l'accompagnement vraiment de la personne qui pousse la porte? Alors, ce qui est bien en boutique, c'est qu'une personne qui pousse la porte, a priori, elle est déjà en train de faire de la démarche, donc elle se met à l'écoute quand même d'un commerçant. Est-ce qu'il y a comme ça un discours qui se tient et qui va orienter les nouveaux vers une certaine démarche? Oui, bien sûr. Effectivement, le moment où un client rentre dans une boutique de vape, c'est déjà une première démarche. C'est un passif, ce moment-là, il est peut-être passé plein de fois, il est passé plein de fois le dimanche, il a fumé des cigarettes devant les vitrines des boutiques, c'est pour ça que devant les boutiques de cigarettes électroniques, il y a tout un tas de mégots, les gens se posent beaucoup la question, ils nous regardent de loin, ils nous jaugent un petit peu du regard. Donc oui, le moment où il rentre, c'est le bon moment, quoi qu'il arrive, même si là, lui, il n'est pas prêt à arrêter de fumer, il est en tout cas prêt à commencer la démarche. Après, forcer dès la première visite quelqu'un à arrêter de fumer, c'est peut-être aussi quelque chose d'un petit peu violent. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, la nicotine les maintient dans la dépendance tabagique. L'addiction, c'est une maladie, et l'addiction au tabac, c'est la maladie de l'imitation. On commence à fumer au collège pour imiter les amis, pour imiter le papa, pour imiter le grand-père.
on ne fume pas pour aller chercher de la nicotine, on fume pour aller chercher un statut social, on fume pour aller chercher une image de soi-même. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il va falloir, au-delà du traitement de la nicotine, venir traiter, venir discuter dans les groupes d'autosupport. Toutes les personnes, j'imagine, dans les groupes d'autosupport ont commencé à fumer leur première cigarette à peu près dans les mêmes circonstances, à peu près pour les mêmes raisons. C'est vraiment pour faire comme les autres. Et on n'arrête pas de fumer simplement parce qu'on n'a plus besoin de nicotine. On arrête aussi de fumer parce qu'on arrive à mettre dans sa tête qu'on n'est plus un fumeur. On ne fait plus partie de ce groupe-là. Et effectivement, c'est important de ne plus avoir de cigarettes parce que tant qu'on a des cigarettes sur soi, tant qu'on continue à en fumer 1, 2, 3 par jour, peu importe le nombre, on est toujours fumeur. Et tant qu'on est fumeur, on est très loin d'être sauvé. Même une fois qu'on a arrêté, on est loin d'être sauvé. Mais tant qu'on a les cigarettes sur soi, dans la tête, on est toujours dans cette imitation. On est toujours dans ce comportement qui nous amènera, quoi qu'il arrive, à continuer à fumer. Juste pour rebondir sur ton truc de ne pas avoir de cigarette sur soi, c'est pas forcément nécessaire ou absolu. Il y a des gens, au contraire, qui ont besoin d'être rassurés, d'avoir dans leur sac, dans leur poche, dans leur vide de poche de voiture, ouais, un paquet de cigarettes ou un paquet de tabac qui va traîner là pendant un an et demi. Moi, j'ai gardé... Juste pour se rassurer. Moi, j'ai gardé un paquet de clopes pendant 1 an et demi dans mon sac. Et j'ai fini par le perdre le jour où ma femme me l'a volé pour fumer des clopes avec ses copines. Et j'ai gueulé. Effectivement, c'est en sac proposer à un client d'arrêter de fumer. Mais c'était une roue de secours comme ça. Fabien, je me souviens au temps où on était ensemble à faire beaucoup d'accompagnement pendant ce fameux mois sans tabac, où on avait des milliers de personnes sur le groupe qui arrivaient. Je voyais souvent passer des gens qui arrivaient avec des problèmes de matos, de nicotine, de ci, de là, et puis une volée de bois vert dans les commentaires. Ah, mais ta boutique, ils assurent pas du tout, change de boutique, nanani, nanana. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore présent, ce genre de choses? Et je dirais, au-delà de ça, qu'est-ce qui peut ne pas aller parfois dans les boutiques et qui, au niveau des gens qui sont dans les groupes autosupport, des fois nous fait sortir un peu de nos gonds en disant mais c'est pas possible. La personne a justement fait cette démarche incroyable de pousser une porte et il semblerait qu'elle ait été mal conseillée. Est-ce que ça existe toujours et si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, oui, malheureusement. Après, nous, on arrive derrière. Donc, on arrive avec une personne qui a un problème. Mais c'est vrai qu'une des difficultés, des fois, c'est qu'on va dire, bon, ben, vu la consommation tabac, vu ce qu'il va te falloir, il te faut un fort dosage, un matériel faible puissance, fort dosage. Et que la personne sorte de la boutique, arrive, nous dise, bon, ben, il m'a dit, le vendeur, que ça se faisait plus, les liquides à plus de 12 mg. Donc, du coup, je suis avec un matériel pour faire du gros nuage, 60 watts, 3 mg. Mais j'y arrive pas, je m'étouffe, qu'est-ce que je peux faire? Et ça, c'est terrible, parce que nous, derrière, on est obligé de casser le conseil. De dire, bon, ben là, ça a merdé. On ne t'a pas écouté. Tu es arrivé, tu avais une demande précise, tu avais des consignes, et on te donne totalement autre chose. Et c'est vrai que ça met une position, même pour un groupe d'autosupport, ben, quelque part, on est obligé de casser le boulot de celui qui est en face. Pour reprendre la main, disant, OK, bon, t'as ça, essaye de voir, si besoin, on complétera avec des patchs, avec des machins. Et puis, dès que t'as 3 sous de nouveau, ben, essaye d'aller, change de boutique ou va sur Internet. Et c'est dommage, parce qu'on casse le marché de proximité quand on fait ça. Parce que, ben, oui, si la personne n'est pas capable, en proximité, de te proposer un outil, ça veut dire qu'il va falloir aller le chercher ailleurs. Donc même pour la viabilité des boutiques, il faut garder de matériel pour primo, le basique. C'est le démarrage. Et il faut se rassurer au démarrage. Estelle, toi, ton expérience, tu as arrêté de fumer au moment où tu es rentré sur le groupe Facebook, si je ne me trompe pas. Comment ça s'était passé, juste comme ça, pour nous expliquer comment ça s'est passé? Alors moi, mon retour d'expérience, c'est un peu le grand classique, comme tout le monde. Je me suis inscrite sur le site, mais avant ça, j'étais allée dans une boutique. Et effectivement, on m'avait dit non, pas plus de 6 mg de nicotine dans ta vape. Et ça faisait plus de 30 ans que je fumais, une grosse addiction. Et ça ne pouvait pas le faire. Alors, heureusement, j'ai été très très bien conseillée en arrivant sur le groupe des vapoteurs du Mois sans tabac. Et puis après sur Vape Info Service, où je me suis rendu compte que la nicotine était notre amie
et qu'effectivement, il ne fallait pas en avoir peur et que quand il faut y aller parce que sinon, c'est encore un échec d'arrêt du tabac supplémentaire et ça, j'en voulais absolument pas et je voulais absolument y arriver. Et c'est ce qu'on souhaite à tous les membres sur les sites d'autosupport, on s'entraide. Et c'est vraiment ça qui est merveilleux, c'est parce qu'on n'est pas tout seul chez soi en train de subir les affres du sevrage. Et on a d'autres personnes autour de soi qui nous aident. Donc les premiers qui étaient là, qui étaient soit des pros, soit pas des pros, soit plein de gens qui s'y connaissaient, comme les pères, qui étaient en train d'arrêter de fumer aussi, et on s'entraidait. Et ça, c'était vraiment quelque chose de fantastique et qui est une des clés du succès. Alors justement, il y a tout le monde conseille en fait les boutiques qui vendent le matériel, qui apprennent à s'en servir, etc. Et puis il y a des formations pour essayer d'améliorer cet accompagnement. Puis il y a les groupes autosupport. On pourrait se dire finalement il y a double emploi, mais je crois pas. Françoise, comment ça s'articule ça justement? Le travail des professionnels d'un côté, puisque tu participes aux formations de Jacques, donc tu es en plein dedans, et ce qui se passe sur les groupes d'autosupport. Quel est le rôle des uns et des autres et comment ils vont se compléter? Un groupe d'autosupport, Madame l'a bien dit, c'est un groupe d'entraide, de solidarité, mais c'est aussi un groupe d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Les gens, ils ont besoin de comprendre ce qui s'y passe dans ce qu'ils vivent. Ce matin, on parlait de diminution, de fumée, tout en vapotant là. Puis moi, je pensais, j'ai rencontré une demoiselle sur un stand, elle tient un stand un peu plus loin ce matin. On papote, elle nous fait la démo du matériel et tout, le truc de la mort qui tue, vachement bien. Et elle vapote, et elle vapotait du 3 mg, 2 mg, 3 mg, bon bref. Et elle nous dit, mais moi je continue à fumer mes 3 clopes par jour. Et c'est vachement difficile d'arrêter mes 3 clopes par jour. Et là, moi, je lui ai expliqué ce que c'était l'autotitrage. Comment elle allait chercher dans ces 3 clopes, quelque part, beaucoup de nicotine pour compenser ce qu'elle n'avait pas avec la vape. C'est ça l'autosupport. C'est expliquer aussi à quelqu'un par son expérience à soi, d'ex-fumeur, c'est faire sens à ce qui se passe. Donc ça brise la solitude, ça apporte de la solidarité, ça apporte des encouragements, mais ça apporte quelque chose d'essentiel qui est la connaissance de l'expérience. Et si par chance vous avez en plus quelques professionnels qui viennent conforter et expliquer simplement, sans faire des grands discours, avec des tableaux et puis tout ce que vous voulez, que vous ne comprenez rien parce que ce sont des toubibs et qu'ils parlent un langage que vous n'avez jamais compris. Si vous avez des gens qui démocratisent le savoir, là c'est tout gagné. C'est ça l'autosupport. C'est de l'entraide, de la solidarité et de la connaissance. Les gens ont besoin d'apprendre, ils ont besoin de faire sens à ce qu'ils vivent. Ça c'est pour l'autosupport. Pour les boutiques, on est quelque part dans la même démarche, c'est connaître et apprendre à connaître comment fonctionnent ces gens-là qui vont venir nous voir. Qu'est-ce qu'ils vivent? Un sevrage tabagique, quel qu'il soit, est différent selon les personnes. On ne va pas dire, toi, tu vas arrêter comme ça, toi, comme ci, comme ça. C'est une relation qui se construit. Et la formation, elle sert aussi à ça. Elle sert à avoir le bagage nécessaire pour libérer du temps de présence pour écouter la personne, analyser son besoin et l'accompagner. Ça donne le back-office nécessaire. Et ça, c'est essentiel. On n'est plus que sur des questions, on n'est pas que sur des questions techniques quand on se certifie. On est aussi sur des questions de comportement, sur des questions d'accompagnement et sur des questions... Voilà, et donc sur des questions de motivation. Voilà, on est là-dedans. Et c'est pour ça que les choses se complètent et que toute personne, quand elle passe dans une boutique, qu'elle va voir un addictologue, un tabacologue ou qu'elle soit sur un groupe d'autosupport, doit trouver des éléments qui tiennent à tout ça. Chacun avec sa spécificité. Oui, et l'idéal, c'est qu'il y ait une cohérence des discours. C'est-à-dire, on ne peut pas arriver, un groupe d'autosupport, il faut de la nicotine, aller en boutique, du vin, non, ça ne marche pas. Ou en pharmacie, ou aller au pharmacien, il faudrait un patch en plus. Mais vous avez déjà du 18, mais vous allez mourir.
Non, mais non, on se dosera. L'autotitrage, le point de départ, voilà, c'est trouver la bonne dose pour ne pas avoir envie de fumer. Et c'est là que les dernières clopes, elles restent dans le paquet. Moi, j'ai envie d'ajouter qu'il y a aussi une question d'amplitude horaire. C'est tout bête. Mais les gens, le soir, à 20h, 22h, qui se retrouvent en galère avec leur matos, vont trouver des réponses sur les gros photosupports. Le week-end, c'est pareil. Donc, ça peut leur éviter d'être vraiment en grosse galère. Olivier, au niveau des formations, est-ce qu'à un moment donné, ça va jusqu'à l'assortiment de produits ? Est-ce qu'il y a un assortiment de produits type dans une boutique de vape idéale, on va dire, pour pouvoir répondre à tous les besoins? Parce que, bien sûr, on parle des débutants, mais après être débutant, on passe à 1 an, 2 ans, 3 ans de vape. Il y a des gens qui vont décider de quitter la vape. Il y a peut-être du matériel spécifique pour les accompagner là-dessus. Et des gens qui vont rester dans le plaisir de vaper. J'en connais quelques-uns ici qui continuent à vaper après de longues années. Effectivement, dans notre formation, on fait l'accompagnement sur une première visite et c'est très important de sélectionner du matériel adéquat et des liquides adéquats. Je crois qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de beaucoup mieux conseiller, de beaucoup mieux venir en aide aux primo-vapoteurs. Il y a notamment les sels de nicotine qui viennent d'arriver. Pendant longtemps, on a diabolisé le HIT parce qu'il n'y a pas juste le taux de nicotine, le numéro 16, 18, 20 sur la fiole qui fait peur. Il y a aussi du 20 mg de nicotine, même avec du matériel de primo-accédant. Je ne vais pas citer de nom, mais les modèles les plus répandus, c'est très compliqué de vapoter du 20 mg de nicotine avec la nicotine sous format libre. C'est-à-dire une nicotine qui va venir chatouiller un petit peu la bouche, chatouiller un petit peu la gorge, surtout quand on vient d'arrêter la cigarette. Donc c'est un petit peu compliqué parfois de s'approprier cet objet qu'est la cigarette électronique avec une nicotine libre, notamment à 20 mg. Avec un bon accompagnement en boutique, on peut, mais ça reste assez compliqué parfois. Le sel de nicotine vient amoindrir cela. J'ai peur toutefois qu'on oublie la dimension du HIT, c'est-à-dire tout ce que vient rapporter le HIT comme plaisir dans le fait de fumer. Cette petite contraction du pharynx qui plaît à tout le monde à partir du moment où il s'allume une cigarette ou qu'il tire sur sa cigarette électronique. Maintenant, il y a de nouveaux produits qui sont aussi en train de sortir, des sels de nicotine où l'acide est dosé différemment et permet d'avoir un HIT en fonction, c'est-à-dire que la donnée taux de nicotine disparaît un petit peu dans l'esprit du client. C'est toujours du 20 mg de nicotine, mais qu'on viendra jouer chimiquement sur le HIT pour pouvoir permettre de ramener les sensations les plus agréables pour le fumeur. L'ancien fumeur qu'il est, le fumeur qu'il est encore aujourd'hui, et on va lui demander est-ce que ça, c'est ce qui ressemble le plus à votre cigarette? Et vous avez de toute façon le taux maximum de nicotine. Si on arrive à désamorcer le côté j'ai peur de la nicotine et qu'on arrive à lui apporter la même sensation que ce qu'il a sans le faire tousser, il y a aussi des manières de faire tester, des manières de mettre une cigarette électronique dans la bouche d'un client pour la première fois. C'est parfois compliqué si on lui dit bon, ben, vous essayez d'essayer la cigarette électronique, bon ben voilà, vous fumez 30 cigarettes par jour, je vous mets du 20 mg de nicotine dans la bouche, allez-y, essayez. Là, généralement, on passe une demi-heure à lui servir des verres d'eau en boutique pour qu'il arrête de tousser. Donc il y a toute une méthodologie qui va autour du premier testing, du premier essai de la cigarette électronique, et ça c'est très important que les vendeurs aient ça en tête. Jacques, toi qui as vécu on peut leur lancer des seaux d'eau, non? Pour info, il y a une tombola sur le stand là-bas, donc ça va faire un peu de bruit. C'est pour ça. Ouais, on était avertis. Désolé. Jacques, toi qui a vu le marché évoluer, est-ce que justement, parce qu'au début on se posait pas trop la question, c'était souvent du 20 mg dans des toutes petites e-cig qui n'étaient pas puissantes, donc il fallait peut-être beaucoup de nicotine. Puis petit à petit les matériels ont évolué, le dye est arrivé, il y a eu un peu cette légende de je vais baisser mon taux de nicotine très très vite, et là on se retrouve. On a l'impression qu'on est très très bien outillé finalement. Il y a la nicotine base, il y a les sels de nicotine avec différentes variantes. Mais comment on s'y retrouve dans tout ça finalement? Est-ce que c'est pas beaucoup plus compliqué qu'il y a 5 ans finalement? Je pense pas, parce qu'il y a aussi l'expérience acquise pour la plupart des boutiques. Bien évidemment, quelqu'un qui démarrerait, c'est peut-être un peu plus complexe. C'est aussi une chance parce que on a plus d'outils, on a du matériel qui est plus performant, plus facilement adaptable à chaque fumeur. On a
plusieurs types de nicotine. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire des sels de nicotine qui, pour moi, sont une utilisation très particulière et qui ne doivent pas être utilisées chez tous les fumeurs. Et que finalement, ce qui compte, point le plus important, et ce n'est pas très compliqué à faire, c'est de savoir apprendre aux fumeurs à ne pas tousser. Tousser, ça dure 5 minutes si on apprend correctement à quelqu'un à vaper. Il n'y a pas besoin de passer sur des sels de nicotine pour ça. Donc, moi, ma limite, elle va plutôt être avec certains fabricants qui ne produisent pas de liquide suffisamment dosé. C'est-à-dire que tu dis du vin, mais au mieux, en général, on a du 18, à part quelques fabricants qui ont pris la mesure des choses depuis 1 ou 2 ans, où on arrive à trouver plus souvent du 18, voire du 19,6 ou du 19,9. C'est très bien. Ça reste de toute façon cette fameuse limite des 20 mg trop faible pour 20 à 30% des fumeurs, on le sait. Et c'est pour ça que ce soit sur les réseaux sociaux, les groupes d'entraide ou que ce soit en boutique, on est obligé de faire appel à de la double substitution et donc recommander aux gens. Moi, je sais que personnellement, si j'ai un fumeur qui est au-delà d'un paquet de cigarettes par jour, je vais lui dire, c'est pas une prescription, je suis pas médecin, je vais simplement lui dire, voilà, ça va sûrement être difficile. Si jamais vous voulez que ça aille un peu mieux, que vous soyez moins en manque, rajoutez un patch pendant quelques temps, peut-être juste 15 jours, peut-être 1 mois, 2 mois, le temps qu'il faudra. Parce que vous n'aurez pas assez avec votre 18 mg, même si vous vapez vos 4-5 ml par jour. Merci. Alors, on va prendre les questions, vos questions dans le public. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce qui a été dit? Madame, bien fort dans le micro, je vous laisse vous présenter et nous donner votre question. Bonjour Isabelle, donc moi j'ai des boutiques de vape en Suisse. Je voulais que tu nous reviennes, Jacques, sur le fait que tu dis que les sels de nicotine ne sont pas pour tous les fumeurs. Ils ne sont pas pour qui, par exemple? Alors moi, je vais principalement utiliser les sels de nicotine chez les personnes qui ont des problèmes respiratoires. Emphysème, bronchite chronique, ce qu'on appelle la BPCO, etc. Des gens chez qui tu ne peux pas utiliser du 18 ou du 19 mg en nicotine classique parce que c'est vraiment insurmontable pour eux. Ça leur fait trop mal. Donc là, oui, ce sont des personnes, pour moi, c'est une indication claire et nette. Ce sont les sels de nicotine qui vont permettre de les doser correctement. Après, moi, quand j'ai affaire à un fumeur lambda qui fume un paquet ou un paquet et demi par jour, je ne vais pas lui proposer des sels. Parce que moi, en 5 minutes, je vais lui apprendre à ne pas tousser et à partir avec son 18 mg sans problème. J'ai pas besoin des sels pour ça. Juste peut-être un mot pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que les sels de nicotine. Alors les sels de nicotine, c'est tout simplement une formulation différente. C'est en fait la forme sous laquelle la nicotine existe originellement dans la plante. Quand on a extrait la nicotine pour l'utiliser, pour faire des patchs, pour faire ceci, cela, ou un insecticide à une époque, on produit ce qu'on appelle une nicotine base, c'est-à-dire une nicotine qui a un pH relativement élevé, autour de 8-9. Là, on fait du rétro-engineering, on fait agir un acide pour baisser en fait le pH. Et c'est juste de la nicotine avec un pH plus faible. Et c'est parce que le pH est plus faible que ça n'irrite pas la gorge. C'est exactement le principe des cigarettes blondes. D'accord. Très bien. Merci. Une question. Bien fort, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Kathleen de Rouanet, utilisatrice de vape. Moi, j'ai pas une question, j'ai plutôt une remarque pour rebondir justement sur les histoires de fabricants et de taux de nicotine. C'est aussi ce qui me dérange énormément, c'est l'augmentation du taux de glycérine végétale. Je trouve qu'on dépasse, pour trouver un liquide qui soit à 50-50, à la limite à 40-60, c'est hyper compliqué, quoi. Et moi, comme justement le disait Jacques, on s'adresse quand même à une population d'anciens fumeurs qui, pour beaucoup, ont des problèmes respiratoires et qui supportent mal la glycérine végétale. Oui, merci Kathleen. C'était aussi un point important. Parce qu'effectivement, le nombre de messages que j'ai pu recevoir de vapoteurs en disant « je ne comprends pas, je me sens oppressé depuis un moment, etc. » Et la plupart du temps, en discutant un petit peu, c'était des gens qui étaient en 100% glycérine végétale, full végé,
très bas taux de nicotine, etc. Et donc systématiquement, ma réponse, c'est remonte ta nicotine et remonte ton taux de PG. Pour moi, un liquide idéal est effectivement autour de 50-50. Et dès l'instant où on va avoir plus de glycérine végétale, on va forcément avoir plus de soucis. La glycérine est un peu plus difficile à métaboliser par les poumons que le propylène glycol. On a ce genre de questions, Estelle, dans le groupe Facebook. Glycérine végétale, propylène glycol. Alors, un petit peu moins, de temps en temps, oui, parce qu'il se pose des questions aussi sur le matériel et sur les changements de résistance, la durée de vie des résistances. Il y a pas mal de gens qui viennent aussi en se disant je tousse beaucoup, pourquoi? Et c'est une question aussi beaucoup d'adaptation et de prise en main d'une vape quand on ne sait pas ce que c'est, qu'on n'y connaît rien, etc. Après, c'est aussi des questions de goût. Plus, je pense que les compositions arrivent peut-être, c'est des questions qui arrivent peut-être un petit peu plus tard, mais qui arrivent. Fabien, toi, ça fait très longtemps que tu accompagnes les gens sur les groupes photo support. Est-ce que les matériels ont beaucoup évolué? Est-ce qu'il y a plus ou moins de questions aujourd'hui sur le matériel, que ce soit alors, les liquides, mais aussi comment ça marche, les résistances, le remplissage, etc. Est-ce que c'est devenu plus simple? Alors, c'est devenu plus simple, oui et non. Par rapport à ce que j'ai connu en 2013, finalement, c'est beaucoup plus compliqué. On retrouve de la simplicité avec les pods. Là, on retrouve le système, je remplis, quand ça marche plus, je jette et je mets un autre pod. Là, on retrouve un peu plus de simplicité. Après, c'est vrai que quand on voit arriver du matériel, je ne sais pas le régler. Qu'est-ce que c'est tous les chiffres que je vois? Donc, je vais à la boutique, il me l'a réglé, je l'ai mis dans le sac, ça c'est déréglé, je ne sais plus c'est quoi une résistance, c'est quoi la valeur. Là, oui, il y a une complexité. Des fois, c'est peut-être faire peur à celui qui débute. La question du propylène glycol, on la retrouve souvent aussi. Il y a une peur du propylène glycol. Avec un a priori, ça irrite, c'est toxique, c'est machin. Alors que non, vaut mieux garder un bon équilibre propylène glycol, glycérine végétale. À la rigueur, plus on met de glycérine, plus il faut être fort en puissance. Plus on monte en puissance, plus on enlève de nicotine. Et on est dans une course sans fin. Et on le retrouve, je baisse, mais ça gratte, et je rebaisse, et je gratte, je rebaisse, et puis je rallume une clope. Ça, c'est des choses qu'on voit dans les groupes d'autosupport. Et à un moment donné, on dit stop. Tu reprends quelque chose de basique, 50-50, ça va gratter pendant 2-3 jours et puis ça va rentrer dans l'ordre. Mais la peur du hit, quelque part, elle est là. Et c'est vrai qu'elle est sur la nicotine. Et dès qu'on est dans les groupes où qu'on voit la personne, elle arrive, elle dit « Mais on m'a dit de mettre plus de glycérine végétale et moins de nicotine. » Et on a des boucles comme ça de reprise derrière, au bout d'un petit moment, sur le tabac. Et ne pas négliger non plus le problème de déshydratation, qui est très important. Et c'est évident, c'est une des choses qu'on indique en premier aux personnes que l'on fait démarrer, c'est que vaper avec une gorge sèche, il n'y a rien de pire. Et donc, effectivement, c'est Olivier, pardon, ouais, tu le mentionnais tout à l'heure, voilà, le verre d'eau qui va leur permettre essentiel, de comprendre... le verre d'eau et le sopalin. Voilà, leur permettre de comprendre que oui, effectivement, une gorgée d'eau, ça aide. Donc, très important. Pas oublier que le propylène glycol et la glycérine sont des capteurs d'eau et que donc ce que l'on recrache lorsqu'on recrache un nuage de vapeur, c'est principalement de la vapeur d'eau. C'est de l'eau puisée dans votre corps et donc il faut la remplacer. Merci. Une autre question. Oui, il y a plein de questions. Vous présentez et la question après. Bonjour, Marc, vapoteur. J'avais une petite question sur la pharmacocinétique de la nicotine. On a appris qu'un fumeur tirait entre 1 et 3 mg de nicotine sur une cigarette, dépendamment de sa façon de fumer. Du coup, je me demandais s'il y avait une équivalence sur les liquides. Si, par exemple, je sais pas, je vape 2 ml en 18 mg, est-ce qu'il y a une fourchette connue de l'absorption par rapport à ça? Merci. L'absorption avec un liquide à vaper est beaucoup plus simple à calculer qu'avec la cigarette. Avec la cigarette, effectivement, le fumeur dose son taux de nicotine et c'est pour ça qu'on dit que sur une cigarette qui va contenir entre 12 et 14 mg de nicotine, le fumeur est capable d'en tirer entre 1 et 3 mg. Le reste, ça part en fumée. Avec la vape, c'est plus simple.
On a le taux par millilitre, on a le nombre de millilitres consommés par jour, et en gros, l'absorption, elle est quasi à 100%. Donc, il n'y a pas de problème de calcul à ce niveau-là. Attention toutefois au comportement de vapoteur. Mon petit appareil là que j'utilise, qui est un dripper, si je mets de la nicotine dedans, je vais faire une taf très intense. Et la plupart de ce que je vais recracher va contenir elle-même de la nicotine, qui ne sera pas arrivée dans mon sang, puisque mon comportement va beaucoup faire changer ça. Je suis désolé, mais c'est totalement faux, puisque Benovitz a très clairement montré dans une étude faite sur des vapoteurs, vapotant sur différents systèmes, mais recrachant leur vapeur dans un tube élastique pour pouvoir mesurer ce que les gens recrachaient. Le vapoteur garde 96% de la nicotine et ne rejette qu'une infime partie. Dans cette étude, il tirait à peu près, en moyenne 1,3 mg de nicotine sur 15 bouffées et rejetait 0,1 mg. Donc ça, quelle typologie de matériel ? C'est un mythe. Le vapoteur recrache principalement un peu de propylène, 5-6% à peu près, un petit peu plus de glycérine végétale, et tout le reste, c'est de la vapeur d'eau. J'ai vu d'autres choses. Bonjour, Ashraf, boutique de vente de cigarettes électroniques. Je voulais vous demander dans quelle mesure le propylène qui est présent dans les liquides peut être nocif. Et je voulais avoir votre avis sur le végétol qui est proposé par certaines marques pour remplacer effectivement le propylène glycol. Est-ce qu'effectivement c'est ce qu'il y a de plus sain dans la vape en tout cas par rapport au propylène? Merci. Absolument pas. Le propylène ne pose pas de problème de toxicité particulier. Il peut poser un problème de sensibilité. Donc il y a des gens qui vont être un peu plus sensibles au propylène, ce qui va avoir tendance à les faire tousser. Le végétol peut être une solution pour ces gens-là. Le végétol n'est absolument pas plus sûr ou moins dangereux ou ce qu'on veut. Le propylène glycol n'est absolument pas dangereux. La meilleure preuve, c'est que sur sa fiche signalétique, il n'y a aucune limitation d'exposition maximale. Et par ailleurs, il y a très grande chance que le propylène glycol ait au contraire des propriétés très intéressantes pour tout ce qui est antimicrobien, antibactérien, antifongique. Est-ce qu'on ne le retrouve pas aussi dans des médicaments qui signalent le propylène glycol ? Alors, on le retrouvait à une époque dans les inhalateurs pour l'asthme. Depuis, ça a été remplacé par autre chose. Mais on le trouve par contre énormément, aussi bien en industrie alimentaire que cosmétique, etc. Il y a du propylène dans le pain de mie pour garder son humidité, dans le tabac aussi pour garder son humidité. Voilà, c'est utilisé de façon très très courante dans tout ce qui est cosmétique, alimentaire et autres. D'autres questions ? Oui, une question. Bonjour, je m'appelle Enzo, je suis vendeur en boutique et je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, Jacques, tout à l'heure. Au début, vous avez dit, quand il y a un nouveau vapoteur qui vient dans notre boutique, on lui dit d'arrêter la cigarette pendant 3 jours et de revenir nous voir après. Moi, ce qui me gêne un petit peu là-dedans, c'est quand je vais lui dire revenez quand vous avez arrêté complètement la cigarette pendant 3 jours, est-ce que s'il n'y arrive pas, il va pas ne jamais revenir dans ma boutique et se dire ah, c'est dommage, j'ai pas réussi la cigarette électronique. Pourquoi on conseillerait pas à quelqu'un au début, s'il n'y arrive pas, de garder ses 2, 3, 4 clopes dans la journée qui sont un shoot de nicotine grâce à l'ammoniac dans la clope ou à cause on a un shoot de nicotine et du coup on a beaucoup, surtout le matin, besoin de ce shoot là, en tout cas au début, et de le garder. C'était une question que j'avais à vous poser. Bah, si tu veux savoir la réponse, tu viens faire la formation, mais je vais te répondre quand même. Voilà, c'est tout simplement parce que d'abord, on les oblige pas à arrêter de fumer. C'est une proposition. On leur dit essayez de ne pas fumer pendant 3 jours. C'est pas ne fumez pas, c'est essayer de ne pas fumer pendant 3 jours. On les fait partir avec le minimum.
c'est-à-dire on ne les charge pas en liquide, ça ne sert à rien. Le minimum pour qu'ils tiennent 3 ou 4 jours. Et on les incite à revenir pour nous raconter comment ça s'est passé et voir si on peut les aider si jamais il y a des cigarettes qui restent. Mais en aucun cas, on leur interdit de fumer. Merci. S'il y a d'autres questions, je propose que vous les fassiez de façon plus informelle à la fin de cette conférence. Il y a un peu de bruit, donc on va arrêter peut-être un dernier tour de table. Le sujet posé aujourd'hui, c'était comment bien démarrer la vape. Est-ce que vous avez chacun un conseil à donner pour notre public qui est là et qui vous écoute? Un conseil simple, en une phrase, en SMS. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. De la nicotine. De la nicotine, du plaisir, de la nicotine. À tous les vendeurs, faites le meilleur profilage clientèle que vous pouvez faire. Profilez votre client, étudiez-le, profilez-le, comprenez-le. Moi, je dirais à quelqu'un qui veut arrêter de fumer, de s'inscrire évidemment dans un groupe d'autosupport, d'aller en boutique s'acheter une vape et de combiner les substituts et de saturer ces capteurs de nicotine pour que ça fonctionne bien. Jacques? Alors moi, je vais être un tout petit peu plus long qu'un SMS. Ouais, ça va, c'est autorisé. Mon message, c'est premièrement aux boutiques, parce que c'est mon métier maintenant. Amzerglas, ce n'est pas un organisme de formation, c'est un organisme de certification qui s'obtient en suivant une formation. Cette formation, depuis 1 an, puisque l'année dernière, à cette époque-ci, on signait un accord avec le SI2V pour mettre en place cette certification. Jusqu'à présent, 52 personnes ont suivi la formation pour obtenir la certification. 39 personnes sont définitivement certifiées, donc sont reconnues comme ayant les qualités pour satisfaire à la certification. Et pas plus tard que tout à l'heure, nous avons eu une réunion de jury qui a permis de certifier 6 nouvelles personnes que je vais me permettre de citer et les mettre à l'honneur. Il y a Florian Sato, qui n'est pas ici, mais qui est représenté par sa responsable de boutique. Nous avons aussi Monsieur Mehdi Chiadmi de CDS Lab, Madame Carole Despujol, Madame Charlotte Bonnet, toutes deux de boutiques, je me souviens plus du nom. Bref. Et nous avons ensuite, pour la première fois, des gens de chez JWell qui se sont formés. Et donc, nous avons pu certifier Monsieur Alex Floch et Monsieur Pierre Lecor, qui est là juste sous la plante. Fais coucou, Pierre. Et Pierre a brillamment obtenu sa certification. Voilà, je voulais juste encourager les boutiques. Vous pouvez aller sur le site d'Amzerglas, toutes les informations sont là. Il y a des prises en charge. La formation professionnelle, on est le seul pays au monde à avoir une formation professionnelle financée. Tout le monde, dans le monde entier, je suis invité au ISIC Summit de Londres pour aller présenter le modèle français. Nous sommes les seuls au monde à avoir un système de formation qui soit pris en charge. Alors profitez-en. Merci. Sébastien, un dernier mot? Comment bien démarrer la vape? Je dirais ne pas avoir peur, ni d'arrêter de fumer, ni d'essayer la vape. Merci beaucoup, on peut les applaudir bien fort. Merci à vous d'avoir prêté une écoute active alors que votre cerveau était sollicité, votre oui était fortement sollicité aujourd'hui. Merci beaucoup, on se retrouve à 15h30 dans 1 heure. Non, bientôt, ça va être ici bientôt. Donc on y est, 15h30, on s'en approche. Il va y avoir du Vape Tricks sur scène dans quelques minutes. Je vous en dirai plus au micro. Merci beaucoup. La conversation continue.